Bonjour à tous. Alors, on va pouvoir démarrer ce webinaire. Aujourd'hui, on va vous présenter le programme Avisé, programme d'appui à la validation, à l'innovation en santé et à l'évaluation. Donc, on a à peu près 1 heure, mais on verra combien de temps ça nous prend là. On aura un temps de questions-réponses, ça dépendra des échanges. Moi, pour me présenter rapidement, moi, c'est Maï-Hélène Domer. Je travaille chez MedTech Plus comme gestionnaire de projet. Je travaille initialement sur la coordination du REI. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et là, en ce moment, sur le programme Avisé. Et je suis aujourd'hui avec mon collègue Charles-Antoine. Bonjour, je suis gestionnaire principal de l'intégration de l'innovation, donc je travaille dans l'équipe j'ai appelé les chargés de compte. Donc, c'est nous qui montons vos projets à vie. Alors, pour l'ordre du jour, on va avoir un petit temps d'introduction pour présenter qu'est-ce que c'est ce programme. Ensuite, on va parler des critères d'admissibilité du programme, des modalités de financement, du processus et des modalités de l'appel. Et enfin, on aura un temps de questions-réponses. Donc, on vous invite à noter vos questions. Là, vous pouvez les écrire tout au long de la présentation, mais on prendra toutes les questions à la fin. On les reprendra une à une. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure pour autant, par écrit. Alors, Avisé, qu'est-ce que c'est? Avisé, c'est un appel à projet pour qui? Donc, ça s'adresse aux entreprises québécoises innovantes qui œuvrent dans le secteur des technologies médicales ou de santé numérique et qui sont à un stade de développement proche de la commercialisation. Ce programme, il est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, donc le MEIE, et il est déployé par MedTech Plus avec le réseau d'évaluation et d'innovation en santé, donc le REIS, et avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux, le M3S. Hop. Alors, c'est quoi la pourquoi ce programme? C'est quoi la raison d'être? L'idée principale, c'est d'aider à démontrer l'impact des technologies sur le client potentiel et ensuite d'aider à communiquer cet impact, parce que là, le résultat, ça va être un rapport qui peut être une carte de visite à des fins d'intégration, que ce soit au Québec ou ailleurs. Ensuite, ça va permettre d'augmenter la visibilité des solutions, et de l'entreprise auprès de divers acteurs clés. Donc ça peut être auprès de décideurs, d'acquisiteurs, au Québec, mais aussi de milieux privés au Québec. Et enfin, ça peut aider à affiner la stratégie commerciale et de remboursement à des fins de commercialisation. Si on rentre dans les objectifs qui sont un peu plus concrets, en fait, lors de ce programme-là, vous allez pouvoir réaliser une étude ou une évaluation qui va venir capturer les données probantes pour démontrer la valeur de l'innovation. Cela va également pouvoir aider à faciliter l'accès au milieu, aux clientèles. Et pour avoir des objectifs un petit peu plus macro au niveau de l'écosystème, l'idée, c'est aussi d'améliorer la compétitivité des entreprises québécoises en assurant l'adéquation de leurs produits avec les besoins et les exigences de leur clientèle. Et enfin, de développer et optimiser la collaboration entre les entreprises et les milieux de santé publics et privés au Québec. Donc, je vous ai rapidement parlé du REIS, le réseau d'évaluation de l'innovation en santé. Donc, qu'est-ce que c'est ce réseau? En fait, c'est une initiative qui est financée par le MEIE et qui est déployée par MedTech+ depuis 2022. Donc, en fait, il y a 6 établissements de santé qui ont été sélectionnés et qui sont financés pour venir créer ou consolider, s'ils en avaient déjà, des équipes expertes qui sont vraiment dédiées à l'accompagnement et à la collaboration avec les entreprises dans le domaine des technologies de la santé. Donc pour vous donner quelques chiffres, au sein de ces 6 établissements, il y a 33 projets d'évaluation ou de co-développement technologique qui ont été démarrés là depuis le début de l'initiative. Ce sont des projets assez variés, ça porte sur tous les niveaux de maturité technologique, tous les types de technologies. Une partie de ces projets sont terminés avec ou sans implantation, dans l'établissement. L'implantation n'est pas forcément la finalité, là le projet on porte vraiment sur l'évaluation ou le co-développement. Donc dans le RIS, on parle aussi de réseau. Pourquoi? Mais en fait, il y a une coordination aussi qui est financée par le MEE et qui est animée par MedTech+, pour permettre du travail collaboratif entre ces établissements et d'autres acteurs de l'écosystème. Donc, de manière très concrète, MedTech+ anime une gouvernance qui comprend des gens du réseau de la santé, des entreprises, le gouvernement, pour venir identifier les grands enjeux de l'écosystème et ensuite MedTech+ anime là des tables de travail pour venir, développer des outils communs et faciliter le partage de pratiques. Là, pour vous donner un petit exemple d'outils développés, donc on a développé une porte d'entrée, du REIS qui a été déployée début 2025, c'est ça. Et donc via cette porte d'entrée, en fait, les entreprises par un point unique, par MedTech+, peuvent rentrer en contact avec les 6 établissements de santé s'ils souhaitent réaliser un projet avec eux, quel que soit le type de projet. Ça peut être de la validation de concept, ça peut être du co-développement, ça peut être de l'évaluation de technologie. Et via cette porte d'entrée, là, on a déjà 15 entreprises qui ont été référencées et 7 projets qui ont été démarrés. Donc c'est un des exemples là de ce qui se développe dans le RIS.
Un autre exemple dans le partage des pratiques, donc ce sont principalement des équipes d'évaluation, c'est leur activité principale. Donc là également, on anime un partage de pratiques entre ces centres. Chacun a développé sa propre expertise, mais il y a certainement des apprentissages là pour faciliter la montée en compétences de chacun. Donc c'est un autre exemple de partage des pratiques au sein du REIS. Ici, vous avez la liste des 6 établissements membres, donc le CHUM, le CIUS de la capitale nationale, le CIUS de l'Estrie, le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, le CIUS du nord de l'île de Montréal. Donc, le RIS a contribué à la constitution de l'appel à projet. Au programme, là, ils ont été consultés et ça va être les 6 équipes d'évaluation principales lors de ce programme. On va rentrer un peu plus dans le concret de l'admissibilité. Quelles sont les entreprises et les projets admissibles au programme? Alors, au niveau des entreprises admissibles, elles doivent répondre aux critères suivants. Donc, ça peut être des entreprises à but lucratif ou des regroupements d'entreprises ou une entreprise d'économie sociale à partir du moment où elles œuvrent dans le secteur des technologies médicales, de même qu'en technologie numérique de la santé, et ça inclut bien les technologies utilisant de l'intelligence artificielle. Et il faut que ça soit également des entreprises légalement constituées en vertu des lois du gouvernement du Québec ou du Canada. Ensuite, c'est important que les entreprises possèdent les droits d'utilisation de la propriété intellectuelle de leurs produits ou de leur innovation. Ensuite, il faut qu'elles soient dirigées par un fondateur ou une équipe de fondateurs, dont au moins un s'y consacre à plein temps. Et enfin, c'est essentiel que ces entreprises soient immatriculées au Québec, et ce, peu importe leur loi constitutive, et qu'elles y aient un établissement et qu'elles y exercent activement une activité. Hem, Ici, là, vous avez la liste des entreprises non admissibles. Je ne l'ai pas précisé, mais là, tout ce qu'on vous présente, aujourd'hui, c'est récapitulé dans un guide d'appel, là, qui est accessible sur le site de MedTech+. Si vous tapez «Programme avisé MedTech+», vous allez retrouver le guide, vous allez trouver absolument tout ce qu'on vous présente là. Donc, pour les entreprises non admissibles, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les lignes, juste pour citer quelques points clés. Donc, les sociétés de portefeuille ou les holdings ne sont pas admissibles, à l'appel à projets. Par exemple, les entreprises qui sont non admissibles au contrat public ne sont également pas admissibles à l'appel à projet, mais voilà, vous pourrez retrouver, toute la liste là, si nécessaire, dans le guide d'appel. Ensuite, on va rentrer dans les projets admissibles. Donc un projet admissible, il doit répondre à tous les critères suivants. Donc le premier, il faut que ça soit un projet qui soit à l'étape de pré-commercialisation. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il faut qu'il ait un niveau de maturité technologique ou TRL là qui soit entre 7 et 9. Là, vous pourrez retrouver pareil là l'échelle de TRL dans le guide d'appel là pour vous guider là dans l'évaluation du niveau maturité technologique de la technologie. Un point qui est aussi important, toute technologie qui a déjà remporté un appel d'offres ou qui est déjà commercialisée n'est malheureusement pas admissible à l'appel, sur la solution qui est commercialisée. Par contre, s'il y a une évolution de la solution, un nouveau module, une nouvelle spécificité, là, elle peut redevenir, admissible. Ensuite, le projet, il faut qu'il porte vraiment sur l'évaluation, donc d'un nouveau produit, d'une nouvelle technologie, d'un nouveau procédé ou alors sur son amélioration significative. Ensuite, il faut que la solution, elle présente un avantage déterminant par rapport aux solutions existantes sur le marché et dans le secteur d'activité de l'entreprise à l'échelle nationale ou internationale. Le caractère, innovant, il est vraiment essentiel, hein, dans cet appel à projet. Il va prendre une grande part, dans l'évaluation. Ensuite, il faut que le projet, il permette de déterminer la pertinence et la valeur globale de la technologie par une évaluation. Et comme on disait tout à l'heure, le résultat de cette évaluation, il pourrait être utilisé pour faciliter l'accès, au marché au Québec, ou ailleurs. Ensuite, il faut que le projet comporte un risque ou une incertitude technologique et ou d'affaires, pour l'entreprise. Il faut également que le projet, que la solution démontre un potentiel commercial. Si on parle un peu plus des durées, donc la durée maximale, du projet est de 18 mois, tout en incluant une durée maximale d'évaluation de la technologie de 12 mois. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a un temps en début de projet pour avoir l'obtention des autorisations requises, implanter la technologie et ensuite on a un 12 mois vraiment qui porte sur l'évaluation. Il faut que la solution respecte les exigences de la loi 25, donc qui est relative à la protection des données. Et enfin, le dernier point, donc les projets, ils doivent être élaborés avec une des équipes expertes du REIS dont j'ai parlé au préalable, ou alors un des hubs désignés par le MSSS. Ce sont d'autres structures qui peuvent également évaluer dans le cadre de cet appel à projet. Alors, il y a des thématiques prioritaires là, qui ont été recensées pour cet appel avec l'aide du Bureau d'innovation et des établissements du REIS. Quand on parle de thématiques prioritaires, ça veut dire que c'est pas
obligatoire que la solution réponde à ces thématiques. Par contre, ça va permettre d'avoir plus de points et éventuellement d'être priorisé. Mais tout projet qui répond aux critères précédents peut être admissible, même s'il n'est pas dans les thématiques prioritaires. Pour vous les citer rapidement, là, les grandes thématiques, donc c'est tout ce qui porte sur l'accès aux soins primaires, donc de première ligne, toutes les technologies qui vont faciliter le parcours du patient de l'admission à la fin des suivis, les technologies qui vont faciliter l'automatisation des tâches, des processus et d'analyse d'images, et enfin, tout ce qui porte sur la chirurgie robotique. Là, pareil, dans le guide d'appel, en annexe, vous pourrez retrouver des détails sur les besoins pour aider à mieux les comprendre. On va passer aux modalités de financement. Je passe la parole, à Charles-Antoine. Moyenne. Donc, pour les modalités de financement, la subvention va contribuer à un maximum de 50% du coût total admissible et ça jusqu'à 500 000 pour un projet où la technologie va être évaluée dans un seul milieu d'évaluation. Il est possible d'avoir plusieurs milieux d'évaluation et quand on est dans ce scénario-là, la subvention, toujours à 50% maximum du projet total, va être montée à 700 000 cette subvention couvre les dépenses les dépenses nécessaires de l'entreprise, les dépenses du milieu d'évaluation et également les dépenses de l'expert en évaluation pour évaluer la technologie. Il y a une contribution obligatoire privée en cash d'un minimum de 25% des dépenses totales admissibles. Donc, vous avez dit qu'il y a possibilité d'aller chercher du cofinancement pour ce projet-là. Donc, jusqu'à un maximum de contribution publique totale qui ne peut excéder 75% des dépenses admissibles. Et les dépenses engagées avant la date limite du dépôt final du projet ne sont pas admissibles. Donc, tout ce que vous faites avant, préparer le projet nécessairement ne sera pas admissible. Donc, il faut vraiment éviter la fenêtre après le dépôt du projet. Ensuite, il faut mentionner aussi que comme des fois, il y a du cofinancement, la contribution de Maintech+ ne peut pas être combinée à une aide financière provenant du MEIA. On peut aller chercher d'autres paniers financiers, par exemple des paniers fédéraux. Si vous avez des dépenses en entreprise, ça peut être un bon moment puis c'est des salaires, des employés, tout ça, d'aller chercher des crédits à aider. Donc ça, vous êtes capable de cumuler tout ce qui va être fédéral par-dessus les aides. Et sinon, c'est des aides publiques aussi pour tout ce qui est des dépenses des centres. Vous avez des aides publiques fédérales à ce niveau. Pour la prochaine slide, voici au niveau des modalités de versement. Pour une gestion de cash flow, tout ça, vous avez un premier versement qui est de 25% de la subvention sous la forme d'une avance. Donc, ça sera directement envoyé à l'entreprise dans les meilleurs délais, suivant la signature et le parcours des autorisations requises pour commencer le projet. Donc, une fois que l'entente de financement est faite, vous êtes prêt à démarrer le projet, on va être capable de faire votre premier versement qui va être une avance. Ensuite, une fois que vous avez atteint 75% des dépenses admissibles, on vise toujours mi-parcours, tout ça, mais ça peut être vraiment au niveau des dépenses, parce que c'est du remboursement de dépenses. Quand vous allez cumuler 75% de dépenses, vous êtes capable d'aller chercher un deuxième versement, donc de 50% de la subvention. Ça peut être aussi, ça peut inclure un rapport d'auditeur externe sur la recommandation de Maintech+, dépendamment de l'analyse des documents. Je vais vous inviter à parler à vos chargés de compte, conseiller l'intégration et l'innovation pour avoir plus d'informations à ce niveau-là, mais on fait une analyse des entreprises une fois que les projets ont été sélectionnés. Au niveau du versement final, ça va être seulement à la fin du projet. Une fois que toute la rédition est faite, les rapports de dépenses ont été faits et que le dossier complet a été analysé par un auditeur externe, vous êtes capable d'aller chercher votre dernier versement final de 25%. On parle de 25% de la subvention, donc le premier versement, la subvention est de 500 000, on parle de 125 000 d'avance, par exemple. Ensuite, au niveau des dépenses admissibles, donc les dépenses admissibles dans le projet, c'est toutes les dépenses qui sont nécessaires à la réalisation du projet dans son cadre temporel après la date de dépôt officiel. Donc, ça inclut les coûts directs de main-d'œuvre avec le projet. Donc, que ce soit de l'entreprise, des mini-preneurs, tout ça, s'ils sont nécessaires au projet et qu'ils ne sont pas dans le fonctionnement régulier du projet. Ça va inclure aussi des bourses à des étudiants qui sont mobilisés pour travailler spécifiquement sur le projet. Si le projet a besoin de matériel, de consommables, de fournitures pour être capable d'avoir lieu, ça aussi. Au niveau de l'achat et la location d'équipements, on a un maximum de 25% du total des dépenses admissibles, du projet qui peuvent être inclus, en achat ou location d'équipements. Frais de déplacement et séjour, si jamais les gens ont besoin de se déplacer pour visiter les milieux preneurs, à ce moment-là, c'est aussi tout en respectant les normes gouvernementales, on a des normes sur
sur le montant alloué au itinéraire qui sont, il y a un recueil de politique et de gestion de pouvoir par rapport à ça. C'est soit mentionné dans le guide ou sinon les salles de compte vont l'envoyer pour information pour monter votre budget. Sinon, des honoraires professionnels aussi peuvent être utilisés. Supposons que vous avez des sous-traitants qui font une portion du travail pour aller chercher une portion des données à quelque part dans un site externe, que ce soit public ou privé. Donc, ça va compter comme un horaire professionnel. Les frais de diffusion des résultats, tout ce qui est publication, frais de plateforme spécialisée. Si le projet a besoin d'une table, une plateforme numérique, peu importe, pour euh, des serveurs qui sont soit déjà mobilisés pour vos activités déjà en cours dans votre entreprise, ça peut être admissible. Les frais d'acquisition d'études ou d'autres documentations qui peuvent être utiles. Sinon, dans des projets où ça implique des patients, on peut avoir des compensations monétaires pour leur participation. Dans les dépenses admissibles de calcul, le 100% inclut les frais de gestion de projet de l'entreprise et les frais indirects de recherche des centres associés. Ensuite, au niveau des dépenses non admissibles, comme je l'ai dit, c'est toutes les dépenses engagées avant la date limite, c'est au final ou après la date de fin du projet ne sera pas admissible, donc vous allez avoir une fenêtre de 18 mois. Si jamais vous commencez votre projet un petit peu plus tard que la date du dépôt final, ça ne va pas impacter votre 18 mois, donc on va juste décaler un petit peu dans le temps, puis on va prendre votre fenêtre de dépenses à ce niveau-là. Alors, toute dépense de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre régulier d'activité, il n'est pas pris en compte comme les factures d'Hydro-Québec ou la facture d'Internet que vous avez déjà au niveau de votre entreprise, vous payez déjà ces choses pour votre roadmap. Donc, tout ce qui est des taxes aussi, aux taxes fédérales ou provinciales, ne sont pas applicables puisque vous avez la possibilité d'avoir des retours de taxes aussi à ce niveau-là. Au niveau des frais récurrents comme des frais annuels d'abonnement, des frais de mise à jour de logiciels, ça aussi, ça rentre dans les frais que naturellement sont couverts pour si vous avez une utilisation d'une nouvelle plateforme qui n'est pas en cours de développement d'abonnement, vous êtes capable de vous abonner pour un flux du projet. Les dépenses d'immobilisation et d'amortissement aussi, c'est la même chose. Donc, tout ce qui est loyer, bureau, rénovation, tout ça, les commandites à des événements, services de dette pour remboursement d'emprunt. Donc, si vous avez fait un emprunt, vous êtes la subvention ne sert pas à rembourser ces emprunts-là, que ce soit au privé ou au public. Et les dépenses de maintien de propriété intellectuelle et de commercialisation ne manquent plus. Au niveau de soumettre, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis maintien. Encore, le maintien, c'est vraiment ça a déjà été déposé, ça a déjà été travaillé dans un autre projet, donc c'est déjà le maintien. Donc, ça rentre dans votre activité légale. Et sinon, tout ce qui est les dépenses d'acquisition aussi, comme j'avais parlé de construction, faire un nouveau bureau, etc., ça ne sera pas admissible dans le projet. On va passer au processus et aux modalités d'appel. Donc, juste avant que Charles-Antoine vous présente le processus, là, je voulais juste remettre un peu sur le vocabulaire les grands acteurs du projet. Donc, dans les acteurs du projet, il y en a l'expert en évaluation, on en a déjà un petit peu parlé. L'expert en évaluation, c'est une équipe qui est membre du RIS ou alors un des hubs désignés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le membre du RIS, il peut décider de s'adjoindre de soutien externe afin de soutenir la réalisation du projet. Il va fournir à l'entreprise une offre de service qui inclut un plan de projet, une méthodologie d'évaluation et les frais encourus pour la réaliser. Et il agit à titre de responsable de l'évaluation technologique et de point de contact pour l'entreprise. Ensuite, on a le milieu d'évaluation. Donc, le milieu d'évaluation, ça peut être le même établissement que l'équipe du REIS, mais ça peut aussi être un autre milieu. Donc, c'est le lieu physique où la technologie est utilisée. Donc, c'est un milieu de santé qui peut être public, privé, communautaire, et qui est en fait un utilisateur final potentiel de la technologie. Donc, il est représentatif du marché visé par l'entreprise et utilise la technologie. Comme le disait Charles-Antoine, là, au niveau du financement, un projet peut inclure un ou plusieurs milieux d'évaluation si c'est pertinent. Comme je le disais, un établissement membre du RIS peut également être un milieu d'évaluation. Et il est possible que dans les cas où ça diffère, c'est-à-dire que c'est l'équipe RIS d'un côté d'un établissement, un milieu d'évaluation d'un autre côté, que le milieu d'évaluation fournisse également une offre de service incluant les frais encourus lors de l'évaluation qui sera complémentaire à celle de l'équipe du RIS. Le troisième acteur du projet, c'est évidemment l'entreprise qui va collaborer à la planification du projet d'évaluation avec l'expert en évaluation. Donc, c'est l'entreprise qui va déposer la demande d'aide financière, recevoir la subvention et payer les services livrés et qui va fournir la technologie à évaluer et participer à sa mise en place dans le milieu d'évaluation. Merci, Magali. Pour ce qui est du processus pour appliquer, on est conscient qu'ici, il y a plus de règles, puis il y a quand même des zones de flou des fois dans les modalités, malgré le travail qu'on met dans le guide. C'est vraiment le rôle
des chargés de compte, des applicateurs de l'innovation de notre équipe pour vous accompagner à travers ces zones de flou, que ce soit pour le budget, que ce soit pour la mixité, tout ça. Donc, on vous encourage, le processus de dépôt, c'est des entreprises qui prennent contact avec Medtech Plus pour présenter la technologie un peu sur votre projet. Puis nous, on va vraiment brainstormer avec vous sur quelle est la meilleure stratégie en fait pour appliquer au programme, qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui est non admissible à ce moment-là. Puis aussi, on peut aider à coordonner le montage entreprise avec l'équipe d'évaluation. Puis on soutient aussi au montage de tout ce qui est interprétation du kit, faire des retours avec aux besoins. À ce niveau-là, l'entreprise dépose une proposition de projet qui nous est évaluée par un comité d'experts externes. Mais en amont de ça, on va vous donner du feedback aussi sur la demande. Donc, c'est pas juste de cadrer la visibilité, mais on va vous aider, on va réaliser la demande à l'idée pour s'assurer que votre projet, tout soit très transparent et explicite ce que vous voulez faire, que ce soit mieux représenté pour présenter au comité d'évaluation d'experts externes par rapport à ça. Et ensuite de ça, mais plus une fois que le comité va avoir lieu, Technus va gérer la subvention des entreprises. Puis après ça, l'équipe d'évaluation, justement, le projet va avoir lieu, l'équipe d'évaluation va évaluer l'évaluation de son implémentation, pas son implémentation, mais de sa validation dans le milieu en tant que tel. On a rajouté un petit point plus spécifique sur le maillage, ça va être un point essentiel là, dans le montage des projets. Donc, une fois que les dossiers seront pris en charge par les chargés de compte de Medtech Plus, nous, on va le relayer aux différentes équipes d'évaluation. C'est très similaire à la porte d'entrée du réseau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, les équipes d'évaluation pourront, elles, ensuite dire est-ce qu'elles sont intéressées ou non, etc. Ensuite, l'entrepreneur viendra présenter sa technologie à toutes les équipes intéressées. Et enfin, il y aura une sélection de l'équipe responsable du projet. Tout ce processus sera accompagné par le chargé de compte là, pour essayer de bien évaluer c'est quoi la meilleure configuration qui fait le plus de sens pour le projet. Ce qu'on voulait aussi vous notifier, c'est que nous, Medtech+, on va faciliter ce maillage. On ne peut pas non plus l'assurer. Ça va dépendre là, de la disponibilité, de l'intérêt là, qu'ont vont avoir les équipes d'évaluation et les milieux preneurs pour la technologie. Donc, on vous incite aussi les entreprises à vous-même aller vous mailler. Là, si vous avez déjà des centres avec lesquels vous parlez, etc., si vous avez déjà des idées d'avec qui vous voulez travailler, c'est très bien. Vous pouvez en parler au chargé de compte. Ça va faciliter ces étapes-ci. Et en tout cas, aussi, on voulait insister sur le fait que c'est essentiel d'avoir les bons partenaires là, pour réaliser le projet. Donc, on va chercher à accompagner au mieux tout ce processus. De manière très pratico-pratique, la préparation et dépôt de la demande de projet. Donc, avant le dépôt, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais l'accompagnement, il est essentiel par Medtech+. Donc, on vous invite à prendre rendez-vous avec un chargé de compte dès maintenant, là, si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé, ou si vous êtes un milieu preneur et que vous êtes intéressé également, là, pour venir évaluer chez vous une technologie. Vous retrouverez dans le guide, là, il y a un petit lien pour venir prendre rendez-vous directement avec les chargés de compte, donc vous pouvez le faire directement. Les chargés de compte, ils vont aider à vérifier l'admissibilité et ils vont aider à structurer le projet avec les experts et également à s'assurer de la conformité du dossier avant les dépôts. En document de référence, vous avez le guide détaillé de l'appel et le formulaire de demande qui sont disponibles sur le site de Medtech+. À nouveau, le formulaire, ne le remplissez pas seul, alors remplissez-le bien avec les chargés de compte. Dans le contenu du dossier, c'est assez classique, mais il y a des pièces complémentaires qui sont demandées. Elles sont bien détaillées dans le guide, donc là, je vais passer très rapidement. Donc, il y a un formulaire, une vidéo, un point sur la littérature scientifique et les données réglementaires, les offres de services signées par l'équipe d'évaluation, une lettre d'engagement du milieu d'évaluation et enfin des lettres de soutien. Ça, c'est facultatif. Tout le dossier devra être envoyé par courriel à l'adresse avisé@medtech.ca. Vous aurez un accusé de réception et tout dossier incomplet ou non conforme sera rejeté. Mais là, on va vous en parler juste après. Il va y avoir plusieurs dépôts. Donc, si c'est le cas, il y aura la possibilité de le déposer plus tard. Donc voilà, pour finir, l'échéancier, il va y avoir 3 dépôts. Le premier dépôt, il arrive très vite. Donc la date limite des demandes de maillage par les entreprises pour le premier dépôt, c'est le 8 juillet, donc c'est très bientôt. Ensuite, la date de pré-soumission de la demande d'aide financière pour validation de son admissibilité par Medtech+, c'est le 19 août. La date limite de dépôt de la demande d'aide financière, c'est le 8 septembre. La date d'évaluation par le comité d'évaluation, c'est le 17 octobre. Et enfin, l'annonce des décisions de financement, c'est en novembre 2025. Donc, comme vous voyez, le premier dépôt, il va arriver vite. Donc là, il y a des projets qui sont peut-être déjà en cours
Là, ça va être parfait pour les déposer. Si vous avez besoin de plus de temps, il y a pas de problème. Il y a plusieurs autres dépôts. On n'a pas mis les dates limites des demandes de mariage pour les dépôts 2 et 3, parce que je pense qu'on va avoir un petit retour d'expérience du premier dépôt là pour ajuster, cette date-là. Mais à retenir en tout cas que les dates limites de dépôt pour le dépôt 2, c'est le 1er décembre et pour le dépôt 3, c'est le 10 avril 2026. Encore une fois, gardez en tête là que c'est serré pour le premier dépôt et que c'est important là de prendre le temps de bien monter le projet et trouver les bons partenaires, pour maximiser les chances de succès du projet. On a fait le tour, ça a été assez rapide, donc là, on va pouvoir prendre toutes vos questions. Je vais Dans la période de questions, j'aimerais juste rajouter que si vous êtes déjà assigné à chargé de compte, veuillez le contacter directement. Sinon, pour être assigné à un membre de l'équipe d'intégration et d'innovation, en tant que chargé de compte, contactez la boîte projet@medtech.ca que je viens de mettre dans. alors, je suis en train de prendre les questions. Hop, On a quelques autres dans le moment. ouais. Hop, alors, est-ce que la présentation sera disponible? Non, le support de présentation n'est pas disponible, mais comme je le disais, vous avez le guide qui est disponible, qui est plus complet, qui reprend toutes ces informations. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de MedTech+. Hop, est-ce que la technologie doit être approuvée par Santé Canada pour pouvoir, appliquer? Charles-Antoine, je sais pas si tu as un élément là-dessus? C'est pas nécessairement pour pouvoir appliquer, mais vous avez, pour effectuer le projet et sa validation en ligne, vous devez avoir toutes les autorisations nécessaires pour être capable de démarrer votre projet. Dans ce moment-là, si vous appliquez et vous êtes encore dans l'instance, justement, de Santé Canada, vous avez déjà appliqué, vous n'avez pas encore reçu, ou que vous pensez être capable de le recevoir avant le démarrage du projet, de la validation de cette technologie-là, à ce moment-là, oui, c'est correct. Du moment que ça ne retarde pas trop le démarrage du projet. Là. Voilà. La question suivante, ça porte sur le niveau de maturité technologique. Bon. Est-ce que le prototype du système réel a été démontré dans un milieu opérationnel? On parle ici d'une étude clinique, Summative Evaluation. Hop là. Donc ça, comme je le disais, vous avez l'échelle des TRL qui est présente dans le guide et les chargés de compte qui pourront bien vous aider là, à affiner le niveau de maturité technologique. Donc en TRL 7, si je me trompe pas, mais c'est pas obligatoire que le prototype ait déjà été démontré en milieu opérationnel. Ça va être l'objet de l'étude, là, ça va être l'objet de l'évaluation. Donc l'étude peut aider à, enfin, l'évaluation en milieu réel peut être faite dans le cadre de ce projet. Il doit y avoir quand même des étapes entre le prototype et l'évaluation du milieu représentatif, qui est l'étape entre le développement du prototype et le milieu opérationnel. Question suivante. Donc, le critère d'éligibilité est un TRL 7 à 9. L'évaluation de la technologie peut-elle être conduite dans un cadre de recherche malgré le fait que la technologie n'a pas encore été approuvée par des instances réglementaires? Charles, est-ce que tu as des éléments là-dessus? En fait, comme on est dans des projets qui sont de validation slash de l'évaluation technologie, le cadre de recherche est dans un terrain un peu moins avancé que ça. Donc, je pense qu'une portion, comme ça intéresse 7 à 9, une portion peut être mise dans un cadre de recherche, mais de préférence, la majorité la majorité du projet doit être focusée vraiment sur le milieu réel, donc hors du cadre de recherche, dans une implémentation, dans une validation. Question suivante, donc de Ménab. Bonjour, en ce qui concerne le niveau de commercialisation, la règle de non-vente s'applique-t-elle uniquement au Québec, au Canada ou à l'échelle internationale? Ça s'applique également à l'échelle internationale. Donc, comme je le disais, c'est la solution en tant que telle. Là, si elle a déjà été commercialisée, c'est pas admissible. Le moyen, enfin, le seul cas de figure où elle peut être à nouveau admissible, c'est s'il y a une nouvelle fonctionnalité sur la solution. Là, elle peut redevenir admissible. Mais même si elle a été commercialisée uniquement en petite quantité et à l'international, elle est non admissible dans le cadre de cet appel. Ça répond pas mal à la prochaine question là, de définir le terme pré-commercialisation. Là. Si on prend un exemple, là, ça peut être pendant que vous connaissez déjà une plateforme numérique, puis que le projet cadre sur un nouveau module et que ce module-là n'a pas été commercialisé ou implanté dans votre solution qui est déjà commercialisée.
et que l'objet de l'évaluation, c'est vraiment le module en tant que tel. Dans ce cas-là, ce sera un projet admissible, mais si l'évaluation du projet inclut aussi l'évaluation du module qui est déjà commercialisé, c'est quelque chose qu'il faut falloir enlever du projet et se focuser que sur l'aspect qui n'a pas été commercialisé. Pour la question suivante, qu'est-ce qu'il en est si la compagnie qui détient la technologie qui demande la subvention est détenue par une autre compagnie? Comment le critère qui demande qu'un fondateur travaille 37,5 heures est pris en compte? Là, moi, j'ai pas d'éléments à ce stade. Je pense que vous pouvez vous rapprocher d'un chargé de compte là pour étudier le cas spécifique. Oui, puis au niveau de technologie qui détient, de la compagnie qui détient la technologie, pour vraiment que les entreprises soient propriétaires de leur propriété intellectuelle, puis que ça ne mette pas de frein à la commercialisation, justement parce que c'est détenu par une autre, dépendamment de votre gestion de propriété intellectuelle et le processus. Puis pour le critère de demande, le coordonnateur travaille 37,5 heures et pris en compte. On veut juste s'assurer dans le fond qu'il va y avoir quelqu'un qui est relativement à temps plein sur le projet, qui peut être capable de donner l'entreprise et pour éviter que ce soit des compagnies issues de sociétés de portefeuille où, où les fondateurs sont seulement quelques heures sur le projet, qui ne se focusent pas sur le projet. Donc ensuite, est-ce possible de bien rappeler le rôle des hubs? Donc, juste là pour resituer, là, l'appel à projet avisé, il a été monté par Meteclus en collaboration avec les équipes du REIS. Et ensuite, il y a eu le choix là de rajouter également les équipes des hubs qui font de l'évaluation pour être admissibles dans le cadre de l'appel à projet. Mais Meteclus, on n'est pas les personnes les plus à même à expliquer le rôle des hubs. Ce que je peux vous partager, c'est qu'ils ont plusieurs rôles, dont un des rôles, c'est de l'évaluation. Et là, ça a été déterminé qu'ils sont admissibles pour évaluer dans le cadre de l'appel à projet avisé. Dans le processus de maillage dont je vous présentais tout à l'heure, nous, on va dans un premier temps partager les projets aux équipes du RELIS et on va voir comment intégrer les équipes des hubs. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas les meilleures personnes pour répondre à ce sujet. Avez-vous une idée du nombre d'entreprises qui seront admissibles dans le cadre du budget? Autrement, quel est le budget total du programme? Oui, le budget total, il est entre 9 et 10 millions de dollars, je ne sais plus exactement combien. Donc, il y a potentiellement beaucoup de projets là qui peuvent être financés dans le cadre de ce programme. Le nombre d'entreprises, ça va dépendre là, du montant des projets, mais ça vous donne quand même une idée de l'enveloppe, c'est une belle enveloppe. On arrive au bout des questions qui sont posées. On va encore vous laisser quelques minutes là, s'il y a d'autres questions, ou même si parmi les réponses qu'on vous a données, là, vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas. Là, on a du temps. Donc, ok, merci. Bon. Ah oui, d'accord, ok. Alors, est-ce que c'est le même programme que les projets vitrines, mais cette fois-ci, Metexus fournit l'équipe d'évaluation RIS Web? Y a-t-il d'autres différences qui m'échappent? Très bonne question. En effet, à la genèse, là, ce programme, c'est partie des programmes vitrines d'innovation en santé. Si c'est un nouveau branding, c'est qu'il y a quand même des modifications significatives, dont une, c'est que les équipes d'évaluation doivent être des équipes d'évaluation expertes, donc du RIS ou des hubs. Je pense qu'il y a eu quelques affinements aussi dans les critères d'admissibilité, de financement, etc. Je ne peux pas vous en faire une liste exhaustive là, mais oui, il y a un lien là entre les programmes. La genèse provient des vitrines, mais il y a de nouveaux critères et de nouvelles spécificités pour le programme avisé avec tous les apprentissages qu'il y a eu avec les programmes vitrines. La prochaine question, c'est est-ce que les dépenses concourent pour l'expertise d'un société qui figure parmi les dépenses admissibles, ça va rentrer dans le honoraire professionnel et si cette expertise-là est nécessaire à la réalisation du projet et qu'elle est payée et engagée par l'entreprise, puisque c'est au remboursement des dépenses, à ce moment-là, la dépense doit être réalisée. La question d'après, comment prévoyez-vous l'intégration dans les CIUS après le projet sans appel public? Là, on n'est pas sur un programme qui vise directement l'acquisition. La visée du programme, là, c'est de faire des évaluations, de fournir des données probantes, de fournir des rapports d'évaluation qui vont faciliter les étapes subséquentes. Comme je disais tout à l'heure, ça va aussi permettre de donner de la visibilité si vous souhaitez que le rapport soit partagé avec des instances qui facilitent l'acquisition de technologies au Québec. Le rapport pourra être partagé, mais là, le relais va être pris plus par le bureau de l'innovation pour travailler sur cette thématique-là de l'acquisition. C'est pas dans le prisme du programme.
Dans le principe du programme, on est vraiment sur l'évaluation, ouais, les données probantes, fournir un rapport d'évaluation pour aider les étapes d'après. Être membre de MedTech Plus ne fait pas partie des critères d'admissibilité. Non, mais je sais pas, Charlotte, est-ce que tu as une remarque là-dessus? Ou est-ce qu'il va falloir que les entreprises soient membres? Je vais regarder avec ce qui est différent avec la planification d'innovation santé. Ouais. Mais normalement, oui, il y a moyen de prendre direction justement en lien avec les règles proches et on va prendre la pression en note pour Ouais, merci pour cette question-là. On va clarifier ce point. Quel est le montant minimal pour un projet? À mon sens, il y a pas de montant minimal. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est un investissement, là, de déposer une candidature là, pour cet appel à projet. Donc là, je pense à vous là, d'évaluer le temps passé à monter le projet versus le financement que vous pourriez avoir. Mais dans les conditions, il n'y a pas de montant minimal. quand on écoute par plateforme spécialisée dans la défense onisienne, c'est toute une plateforme qui dire j'ai des plateformes numériques de gestion ou des plateformes supposant au niveau des serveurs ou si vous avez besoin de ça justement, ce genre de plateforme-là. Là. On pourra faire une petite liste détaillée d'exemples là, on pourra le faire. Ensuite, est-ce que le milieu d'évaluation peut aussi être expert en évaluation? Oui, tout à fait. Là, par exemple, vous avez un projet potentiellement avec le CHUM qui peut être évalué au CHUM. Le CHUM fait partie du REIS, ils ont une équipe d'évaluation et ils peuvent faire appel au concert du CHUM pour l'évaluer. Donc oui, c'est un cas très plausible. Là, si ça a été ouvert à d'autres milieux d'évaluation, c'est aussi parce que le milieu d'évaluation des équipes REIS ne peuvent pas non plus servir là pour tous les projets. Et également, il y a des projets peut-être plus spécifiques pour qui peut faire du sens d'évaluer dans des milieux privés ou autres. Mais ça peut être le même milieu comme ça peut être des milieux différents. Est-ce que santé numérique doit absolument inclure du deep tech? CH? En fait, que ce soit nécessairement un critère, mais il faut quand même qu'au niveau de la santé numérique, vous soyez capable de prouver votre avantage compétitif de la solution que vous voulez rajouter comparé à justement les autres qui tentent de développer une plateforme de santé numérique différente. Ça fait partie des critères d'évaluation de caractère compétitif. Ensuite, sur les soins primaires, est-ce que ça inclut l'enseignement aux patients? Honnêtement, je pense pas avoir d'éléments à ce stade, hein. Je regarde rapidement. Euh, non, j'ai pas d'éléments à ce stade-là pour répondre à cette question. Après, dans tous les cas, comme je le disais, les soins primaires, là, on est sur des thématiques de priorisation, mais même si l'enseignement aux patients ne serait pas inclus dans le soin primaire, vous pouvez déposer dans le cadre d'appel à projet, hein. C'est pas restrictif. Mais je note la question là pour vous revenir, Frédéric. J'ai pas la réponse à ce stade. On a fait descendre est-ce que les faits indirects de recherche sont exigés ou il y a exemption? Le cas échéant, les firmes sont-ils admissibles comme dépenses? Les firmes sont admissibles comme dépenses. Donc, que ce soit du niveau du milieu preneur ou du milieu d'évaluation, les firmes sont une dépense admissible de mémoire, c'est un pourcentage qui est fixe. Mais au niveau de votre au maximum pour le milieu d'évaluation, mais c'est à vous avec le milieu preneur, vous pouvez négocier les filles. Dépendamment de certains milieux, il y en a qui sont plus flexibles d'autres parce que ça va être des milieux preneurs privés également versus public, dépendamment de quelle entité peut avoir une certaine marge de manœuvre à suivre. Question suivante, est-ce que l'appel à projet est juste pour les membres du RIRIS? Donc, c'est ce qu'on essaie de dire. En fait, les équipes d'évaluation, il faut que ça soit forcément des équipes du RIRIS ou des équipes des hubs désignés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc là, c'est le CHU de Québec et le CUSUM qui sont désignés là pour faire partie de cet appel à projet. Ensuite, le milieu preneur ou milieu d'évaluation ou milieu test, quel que soit le terme dont on l'appelle, là, ça peut être tout milieu public ou privé. Donc, si vous avez un intérêt, là, contactez-nous. On pourra vous relayer les innovations et si vous avez un intérêt pour être milieu test.
si vous discutez déjà avec une entreprise, mais que vous souhaitez avoir une équipe d'évaluation, pareil, contactez-nous. C'est ça. C'est juste les évaluateurs qui doivent être du RELIS ou des hubs. Question d'après, est-ce que les frais de location dans le local sont admissibles? Je ne peux pas m'avancer trop sur cette question-là. De mémoire, je pense que non. Et dans l'interprétation des règles de ce genre de programme. Ça peut tomber dans la loupe. Il faut m'enseigner d'en discuter avec le chargé de compte pour savoir justement en quoi l'allocation de la salle est nécessaire au projet. C'est un point qui pourrait se défendre possiblement. Sinon, je vois d'autres questions qui sont venues dans le chat de même. Est-ce que le milieu d'évaluation peut être à l'extérieur du Québec? Bon, ouais, Euh, on n'a pas discuté spécifiquement de ce cas de figure. Je vais noter la question. Mais n'hésitez pas à le soumettre là, quand vous parlez du projet. Pour le moment, ça n'a pas été défini en tant que tel, oui ou non. Mais je note bien la question et on pourra étudier ce cas spécifiquement. peut-on vous contacter dès maintenant pour le deuxième dépôt? Oui, aussi toujours mieux d'avoir plus de temps pour préparer les projets. Justement, ça permet d'affiner. Donc, si vous sentez que le premier dépôt, c'est un peu serré, ben, vous pouvez nous contacter dès maintenant pour prendre de l'avance, surtout si vous avez besoin d'aide pour du mariage et pour monter votre projet. Oui, tout à fait, hein. Il vaut mieux s'y prendre tôt et prendre le temps de le faire. Ouais. Question d'après, ça revient sur le critère du fondateur et les 37,5 heures. Là, pareil, je pense qu'on n'a pas plus d'éléments à vous partager à ce stade, Soufiane, mais n'hésitez pas à en parler avec un chargé de compte. Là, je pense qu'il y a des cas spécifiques qui peuvent être étudiés. Donc, même si là, il y a un critère dans l'admissibilité là, qui est mis comme tel, si vous êtes dans un cas spécifique où ça ne fonctionnerait pas, quand même, parlez-en avec un chargé de compte parce qu'il y a peut-être des choses qui sont possibles. Ensuite, si oui, est-ce que les dépenses liées à ce milieu d'évaluation sont admissibles? Bah, si oui, oui, pardon. Mais là, dans le montage du projet, il y a l'offre de service de l'équipe d'évaluation et l'offre de service ou les dépenses du milieu d'évaluation. Donc, si on considérait que le milieu d'évaluation peut être à l'extérieur du Québec, de la même manière qu'un milieu d'évaluation au Québec, ça pourrait être admissible. Il faudrait d'abord confirmer le premier point. Donc, ça, on pourra vous revenir spécifiquement, genre. Et ensuite, merci Marc, là, pour la précision sur les hubs. Euh, En regardant l'exemple du budget dans le guide, je constate des exemples de dépenses pour les prémices. Pouvez-vous développer? Alors attendez, je vais regarder dans le guide rapidement. Oui. Bah, ce qu'on a mis dans le guide, c'est qu'en gros, il va y avoir des frais donc, pour l'entreprise, pour le milieu d'évaluation, pour l'expert en évaluation. Là, ce qui a été mis, c'est honoraires frais d'évaluation à 300 000 $ pour l'exemple. Donc là, quand vous montez un projet avec une équipe créée, si l'équipe créée va faire son offre de service, j'ai monté le projet, il va vous dire ça va être ça la méthodologie et ça va coûter tant et ça va être inclus dans le budget du projet. Je ne sais pas si ça répond à la question là ou si vous voulez quelque chose de plus précis sur qu'est-ce que ça comprend. C'est ça, en fait, dans le montage financier, il y a les coûts pour l'entreprise, les coûts pour le milieu preneur ou milieu d'évaluation, milieu de test. Là, j'utilise des termes différents, mais on parle vraiment de la même chose, c'est le milieu physique où est testée l'évaluation et les coûts d'équipes d'experts en évaluation. Et c'est l'équipe Release là, qui va faire cette offre de service, là, cette proposition sur les frais d'évaluation. Hop, je regarde à nouveau dans le Q&A. Donc, Mireille, il me semble que les hubs incluent tous les remises, donc aussi UL. Euh, à nouveau, je ne peux pas vous répondre à ce stade. Je pense qu'il nous manque, on n'a pas tous les éléments sur les hubs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur ça quand vous montez le projet. Si vous posez la question, est-ce que vous souhaitez travailler avec un centre en particulier,
le cas particulier pourra être étudié avec les chargés de compte pour voir si c'est admissible ou non. Ouais, je pense qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que tu en renvoies, Chantal? Oh, j'en vois pas d'autres. D'accord. Le dernier. Ah, mais il y a une réponse de... Ok. Merci là pour les différentes réponses des personnes présentes. Donc, le hub du RUS, elle, est via le Sud Québec. Si ça répond, Mireille. Merci, Frédéric. On va laisser encore quelques secondes là s'il y a des dernières questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Ah, attendez, j'ai un nouveau message du Bureau de l'innovation. Donc, ils me disent que les équipes peuvent écrire à la direction de l'innovation et de la recherche s'ils ont des questions sur les hubs. Là, comme je vous disais, on n'est pas les meilleures personnes, mais il y aura d'autres personnes là qui sont bien plus au fait pour vous répondre. Nous, on peut vous répondre précisément sur le release, sur les hubs. Écrivez directement à la direction de l'innovation et de la recherche. Et je vais vous mettre l'adresse dans le chat. Ce sera plus simple. Ouais. Ok, super. Bah, écoutez, dans ce cas, on va s'arrêter là. Comme je vous dis, allez voir le guide. Vous allez retrouver toutes les informations qui sont récapitulées. Et prenez rendez-vous avec les chargés de compte. Là, on a dégrossi. Là, je pense qu'on vous a présenté les grandes caractéristiques. On a répondu à vos questions, mais peut-être parfois de manière un peu superficielle. Donc, si vous restez encore avec des interrogations, il n'y a pas de problème. Là, l'équipe des chargés de compte de Metecus, elle est disponible pour venir étudier là, vos cas spécifiques. Donc, voilà, on vous invite à prendre contact avec nous, que vous soyez un entrepreneur, un milieu d'évaluation ou un potentiel milieu preneur public ou privé, faites-nous signe si vous êtes intéressé là pour participer à cet appel à projet. Donc, merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Oui, oui.